Bien avant de débuter mes études artistiques, je devais avoir 15 ans, j'ai suivi quelques cours de dessin d'après modèle vivant dans la MJC de mon quartier. La prof qui n'expliquait pas grand chose avait cependant bien pris le soin d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas utiliser la gomme. Tu veux gommer ou tu veux dessiner? J'avoue que j'ai été impressionnée, même si passablement agacée par la puissance de la phrase. J'ai acquiescé poliment, et tout en faisant semblant d'éloigner ma jetée de l'heure, je la serrais fermement dans mon poing, comme une naufragée accrochée à une bouée. Un peu plus tard, j'étais à nouveau grillée, en train de gommer. Ça enlève toute la spontanéité et le dynamisme de ton dessin. Bah ouais, c'est le but d'effacer ma spontanéité, parce qu'elle est toute pourrie, ma spontanéité. Regarde-moi ces premières lignes, là, l'infamie du truc. Pourquoi vouloir préserver des traits aussi faux? C'est une humiliation, en fait, c'est ça? Tu veux me faire garder les preuves de mon incompétence tout au long du dessin, jusqu'au bout, quoi. Oui, bon bah moi, je préfère être moins spontanée, tu vois. Je veux bien être psychorigide même, mais au moins ce sera acceptable. Ma gomme, je la garde. Eh oui, la gomme, c'est un peu la bouée de secours du dessinateur débutant. D'ailleurs, quand on pense aux outils de base pour dessiner, on pense autant à la gomme qu'au crayon. C'est un peu le salut, le garde-fou qui empêche de perdre pied dans ses réalisations. Et devoir s'en passer, quand on est débutant, c'est aussi anxiogène que contre-intuitif. Et pourtant, quasiment tous les profs de dessin la déconseillent à leurs élèves. S'agit-il là d'un acte sadique? Bon, la blague, c'est que je suis maintenant prof de dessin. Et avec Laurent, nous aussi, on déconseille fréquemment la gomme. J'utilise pas cette petite maxime « tu veux gommer ou tu veux dessiner ?» parce que je trouve ça bien trop malin, autoritaire et lapidaire. À la place, bien sûr, on essaye d'expliquer, mais on a réalisé récemment qu'on ne prend pas toujours le temps de bien exprimer ce qui se cache derrière ce principe. Cette vidéo est donc l'occasion de tout vous déballer sur la gomme. Bienvenue sur la chaîne Un autre atelier, nous sommes Charlotte et Laurent, artistes diplômés des Beaux-Arts de Paris, professeurs de dessin depuis plus de 15 ans et aujourd'hui effaceurs de petites maximes toutes faites. Chers accros à la gomme, vous avez quand même parfaitement raison de vous révolter contre cette dictature. Et pour cause, les artistes gomment depuis toujours pour effacer les traces indésirables. On retrouve des informations à ce sujet dès le XIIIe siècle, et si des générations d'artistes l'ont fait, c'est que c'est utile. La gomme telle que nous la connaissons, nous, aujourd'hui, n'existe que depuis le XVIIIe siècle. Mais les artistes gommaient déjà. Ou plus précisément, ils disposaient de deux techniques différentes pour effacer en partie ou en totalité les traces de crayon et même d'encre déposées dans la trame du papier. La première solution était la mie de pain. Et oui, une vraie mie de pain. Cennino Cennini, peintre et écrivain toscan du gothique tardif, décrit dans son Libro dell'arte les pratiques d'atelier utilisées à la fin du Moyen-Âge. Et dans cet ouvrage, conçu à l'usage des peintres, il recommande d'utiliser de la mie de pain, régulièrement humectée avec du lait et conservée dans une boîte close pour effacer les traits de mine de plomb ou de fusain. Donc si Gerstecker est fermé, on peut aller faire un tour à la boulangerie, ça fonctionne très bien. Et si la boulangerie est fermée, sachez qu'on utilisait aussi sur le même principe de la cire ramollie. Le procédé donc, c'est qu'en tamponnant la mie de pain ou la cire sur le papier, les particules de graphite adhèrent, se collent à la matière molle et se délogent des fibres. La gomme mie de pain que nous connaissons aujourd'hui est donc appelée ainsi en référence à son ancêtre. Elle est souple et molle et en général grise. On l'utilise en la modelant de manière à lui donner une pointe très fine pour effacer une partie très précise ou bien une forme plus en boule ou aplatie pour effacer de plus grandes surfaces. Contrairement à la vraie mie de pain, elle se nettoie par un simple malaxage. Mais sa plus grande qualité, bien comprise des artistes depuis longtemps, c'est qu'elle enlève plus ou moins de pigments selon la pression exercée. On peut donc l'utiliser pour créer des nuances de valeur en estompant légèrement ou en effaçant carrément. Et ce geste d'effacement est donc beaucoup utilisé pour ouvrir les blancs, selon l'expression consacrée. C'est un vrai outil qui dessine de la lumière, comme un crayon dirait lui, l'obscurité. Regardons ce dessin de Eugène Weil. Ici, la gomme permet de mettre des accents de lumière en récupérant la valeur du papier. C'est un outil formidable pour le fusain notamment. On peut plonger de grandes zones dans l'obscurité puis revenir à la gomme rehaussée des lumières. Ça évite de devoir tourner laborieusement avec son crayon autour de petites zones lumineuses pour les réserver. Voilà donc une situation dans laquelle on vous conseille évidemment d'utiliser la gomme. S'en priver serait vraiment trop dommage. En tout cas, si elle est super efficace avec la poudre de fusain ou des crayons très tendres, la gomme mie de pain en revanche n'effacera pas du tout aussi bien les matières plus dures comme les graphites au-delà de 4B, la pierre noire, le fusain compacté et encore moins bien sûr l'encre. Et donc, avant l'invention de la gomme, lorsque la mie de pain ne suffisait pas, les artistes supprimaient carrément la couche la plus superficielle du papier en la grattant avec une fine lame ou même en usant leur support directement à la pierre ponce, pour vous dire à quel point ils étaient motivés. Ça ressemble plus à la gomme bouée de secours dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un vrai geste d'éradication. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, car certaines gommes dures, vous savez, qui sont parfois roses et bleues notamment, elles sont chargées de poudre de pierre ponce et fonctionnent exactement sur le même principe. Ces gommes abrasives parviennent même à effacer l'encre. Elles sont donc super efficaces, mais elles ont un inconvénient énorme.
Quand vous gommez avec ces gommes-là, vous arrachez la partie superficielle du papier. Votre feuille est alors recouverte de petites pelures composées de graphite, de particules de gomme et de papier. Et oui, car que ce soit à l'ancienne, avec un scalpel, ou à la gomme chargée de pierre ponce aujourd'hui, ce processus d'effacement par abrasion modifie et abîme énormément la structure du papier. Et le crayon ou l'encre ne se déposeront plus jamais sur cette zone, de la même façon que sur le reste du papier qui, lui, aura conservé ses qualités d'accroche initiales. Il faut donc, idéalement, éviter de gommer comme des malades tout au long de la réalisation du dessin, mais le faire uniquement sur des détails et en toute fin de travail, pour donner un petit coup de clean en gros. Et ça, les maîtres le savaient bien. Et ils faisaient donc très attention à ne pas trop appuyer en début de dessin pour ne pas avoir à gommer en grattant. Et si on regarde de près ce dessin de cheval et cavalier de Léonard de Vinci, on constate que Léonard dessine légèrement au crayon, puis reprend à la fin du dessin les lignes qu'il estime justes à l'encre. Et on observe bien plusieurs repentirs ou tentatives. Il sépare donc son travail en deux étapes, la recherche et la finalisation. Si Léonard avait souhaité, en fin de dessin, effacer ses lignes de recherche, comme elles sont légères, il aurait pu le faire à la mie de pain, sans avoir à dégainer son scalpel. Ça, il le réserve pour autre chose. Cela dit, on constate qu'il ne l'a pas fait. Les artistes ne gommaient pas systématiquement leur construction à la mie de pain, car elle aussi peut abîmer le papier. D'une part, des saletés peuvent s'y accrocher et donc encrasser le dessin, voire même le griffer. Et de plus, la gomme mie de pain a pour inconvénient de graisser. Elle absorbe le sébum et la sueur des doigts du dessinateur et peut donc laisser des dépôts gras. Et quand on s'apprête à appliquer un procédé à l'eau, comme du lavis, de la gouache ou de l'aquarelle, on peut très bien être gêné par ces dépôts graisseux qui font fuir l'eau. Les zones gommées ne prendront pas aussi bien l'eau que les autres zones. Vous l'avez compris donc. L'argument numéro 1 contre l'usage de la gomme, c'est celui-là. Attention à ne pas abîmer son papier. Bon, vous allez me dire, ok, on a compris, faut pas gommer pour pas abîmer le papier, mais on n'est plus à la Renaissance. Il existe plein de gommes aujourd'hui qui n'abîment pas le papier, non ? Effectivement, au XVIIIe siècle, les savants européens découvrent le latex, une nouvelle matière souple et élastique produite à partir de la sève d'Hévéa, d'où le nom de gomme d'ailleurs. La petite légende, c'est qu'en 1770, Edward Nairn, un ingénieur britannique, utilise accidentellement un morceau de latex posé sur sa table au lieu de sa mie de pain pour effacer ses traits de crayon. Et suite à cette découverte, il fabrique et commercialise les premiers cubes de gomme naturelle en latex. La même année, le clergyman et chimiste anglais Joseph Priestley fait la même découverte et lui donne le nom de rubber, du verbe anglais to rub, qui veut dire frotter, et qui est dû au mode d'effacement mis en œuvre. Car le frottement de la gomme tire et écarte les fibres du papier pour déloger les particules de graphite les plus enfoncées. La pression est plus forte qu'avec une mie de pain, et donc la gomme en caoutchouc arrive à enlever beaucoup plus de matière. Et là, c'est la fête des inventions, car non, vous n'êtes pas les seuls accros à la gomme, chers gens qui regardaient cette vidéo. Tout le monde a vraiment trop envie de gommer. Au 19e siècle, sont inventés successivement le premier crayon avec une petite gomme insérée au bout dans une virole, la gomme insérée dans du bois et taillable au cutter comme un crayon, le disque de gomme et sa tranche fine, et puis au 20e siècle, la gomme électrique rotative munie de son propre moteur à pile et la gomme porte-mine qu'on fait avancer avec un poussoir. Toutes ces inventions répondent à un besoin d'effaçage de précision, comme par exemple un seul caractère dans une ligne d'écriture ou bien un tout petit détail dans un dessin. Vers 1950, le caoutchouc synthétique remplace celui extrait du latex et les gommes sont donc de plus en plus fabriquées à partir de plastique. Mais on continue en France à les appeler gomme, en référence à la sève, eraser aux États-Unis pour effacement et rubber en Grande-Bretagne pour frottement. Nous disposons donc aujourd'hui de gommes souples, précises, efficace, facile à manier et qui n'abîme pas le papier. Donc c'est bon, open bar et happy hour sur la gomme. Et non, vous vous en doutez, l'argument numéro 2, qui est aussi le principal contre l'usage de la gomme, a bien évidemment des raisons pédagogiques. Bon, revenons à ce dessin de Léonard. Après avoir fait un essai de pâte qui ne l'a pas convaincu, Léonard recommence, mais pour autant, il ne gomme pas le premier, il le garde jusqu'au bout. Et c'est encore plus frappant sur ce deuxième dessin où on observe bien des repentirs et de multiples lignes fausses et parasites. Pourquoi ne les gomme-t-il pas au fur et à mesure ? Parce qu'effacer ses erreurs tout de suite en dégainant sa gomme ne permet pas forcément d'en prendre conscience. Il est plus utile d'avancer dans le dessin en préservant ses erreurs, pour ne pas les refaire, ou plutôt de préserver plusieurs options pour pouvoir choisir entre elles. De même, pour bien construire son dessin, on a besoin de lignes de construction, des lignes de soutien en quelque sorte.
Les préserver jusqu'au bout est très utile, car un des points auxquels le dessinateur doit se confronter pour progresser, c'est la construction du dessin, les proportions et le dimensionnement des éléments. Or, notre expérience d'enseignant nous a fait voir à quel point le débutant a trop souvent l'œil sur la ligne de contour et ne pense pas assez aux formes sous-entendues par ces contours. Si on regarde ce dessin de Giacomo Palma le Jeune de 1590, on perçoit bien que l'artiste juxtapose des formes ovoïdes pour dimensionner ses personnages. On sent qu'il a travaillé rapidement et qu'il n'a pas cherché à réaliser des lignes parfaites. Et lui, en plus, travaille directement à l'encre brune, sans aucune possibilité de gommer sa construction. Mais il ne se trompe pas d'objectif, et c'est exactement grâce à ce genre d'exercice qu'il progresse dans sa vision d'ensemble, sans se crisper sur les détails. Alors certes, on se retrouve effectivement avec une multitude de lignes temporaires de construction. On n'a pas du premier coup le bon contour et le bon tracé. Les lignes sont fausses et maladroites, et on n'y voit plus très clair. On peut même se perdre dans toutes ces lignes temporaires, ne plus savoir laquelle est juste. La gomme permettrait d'effacer ses erreurs, de garder son dessin propre et lisible, et surtout de ne pas avoir à le recommencer depuis le début. C'est très tentant, et on comprend très bien à quel point la gomme peut être rassurante. Et puis franchement, vous remarquerez que nous ne sommes pas du tout dérangés par ces repentirs, au contraire. Ils font même partie prenante de l'esthétique du dessin, de son identité. Ils témoignent de son processus et de sa réalisation. Au lieu de tout gommer tout le temps, nous vous conseillons plutôt de construire avec légèreté. Et puis les artistes ne s'embêtaient pas à mettre au propre chaque dessin en gommant la phase de recherche ou les lignes d'erreur. Ça dépendait totalement du type de dessin qu'ils réalisaient. On peut voir ici un croquis rapide pour la Vierge, Sainte Anne, le Christ et Jean-Baptiste, toujours de Léonard. Et ici, une étude de drapé pour le même tableau. Dans ces deux cas, l'objectif de l'artiste était de comprendre ce qu'il dessine. Il ne cherchait pas un rendu parfait. Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau? Ni terminé. Et pourtant, ça se tient parfaitement comme tel. Et puis, il y avait le modello, ou le carton, qui était le projet final soumis au commanditaire. On peut voir ici sur ce carton, toujours de Léonard, un des deux seuls cartons connus aujourd'hui, un dessin beaucoup plus léché et attentif. En tout cas, les artistes ne prenaient le soin de gommer pour les perfectionner et les nettoyer que les dessins précis et achevés qu'ils montraient à leurs clients. Ils ne le faisaient pas du tout sur tous leurs dessins. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux à nous qui débutons. L'usage systématique et anticipé de la gomme peut contribuer à une envie de réaliser un dessin parfait et fini tout de suite, sans pour autant accepter de passer par une phase de recherche. Et si un génie comme Léonard passe par une phase de recherche, il est assez évident qu'on en a besoin nous aussi. Mais rappelons-nous également de cette fameuse spontanéité dont parlait ma prof. En regardant ce dessin de Toulouse-Lautrec, par exemple, on se rend bien compte de la souplesse du geste. On voit aussi que la tête du personnage est légèrement trop grande et que les mains ne sont pas parfaites d'un point de vue anatomique. Si Lautrec avait gommé une partie de ses contours pour les reprendre, on aurait certes une construction plus juste, mais tellement moins sensible. Ce qu'on apprécie chez Lautrec, c'est bien plus l'incisivité de sa ligne que la justesse de sa construction. Une ligne, ce n'est pas qu'un contour juste placé au bon endroit et de la bonne longueur. C'est aussi la manière dont ce contour a été tracé, avec quelle épaisseur, quelle énergie et quelle vitesse. Bon là, on vous entend déjà dire « Oui, mais la spontanéité de Toulouse-Lautrec est vraiment mieux que la mienne, ma spontanéité à moi, elle est naze. » Et on vous répondra « Pas sûr que vous ayez vraiment été spontané en dessin. Faites le test de vous lâcher vraiment, de dessiner vite sans vous soucier du résultat, sans avoir peur de mal faire, en étant juste dans le moment du dessin. Votre spontanéité, à notre avis, elle est pas si nulle que ça. Alors oui, bien sûr, tous les artistes ne s'épanouissent pas dans un dessin expressif de premier jet. Certains préfèrent un dessin propre, plus minimaliste. Un illustrateur, un tatoueur, ils ne souhaitent pas que leur dessin soit encombré de lignes de repentir ou de lignes de construction. Dans ce cas, bien sûr, pour ce type de dessin très minutieux, comme pour un modello de la Renaissance, la gomme peut s'avérer très pratique. Et voilà. Quand un prof vous déconseille la gomme, il ne cherche donc pas à vous imposer un principe absolu, autoritaire et débile. Malgré votre angoisse des lignes fausses, tâchez de discerner quand la gomme peut être néfaste pour votre progression et quand vous pouvez au contraire vous en servir à bon escient. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être alerté de nos futurs contenus. La section commentaires est à vous. Dites-nous si vous aussi on vous a déconseillé l'usage de la gomme, vos difficultés à vous détacher de cet instrument de malheur. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le sujet si vous en reste. À très bientôt. À très bientôt.